Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de l'économie. Le déficit budgétaire de la Côte d'Ivoire devrait baisser en 2019. Il passera de 4 à 3% du PIB selon le FMI. Le commerce parallèle prend de l'ampleur à la frontière entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Il est alimenté par l'inflation qui sévit à Harare. Bientôt une bouffée d'oxygène pour les petites exploitations de production de café au Kenya. Un fonds de 30 millions de dollars leur sera alloué. À partir de cette année, la Côte d'Ivoire devrait enregistrer un déficit budgétaire situé à environ 3% du produit intérieur brut contre 4% l'an dernier. C'est ce que prédit le Fonds monétaire international qui se réjouit que ce faisant, Abidjan pourra se conformer à la norme communautaire dans l'espace UEMOA qui justement fixe le plafond du déficit budgétaire à 3% du PIB. En ce qui concerne la croissance économique du pays, elle a atteint 7,4% en 2018, d'après le Fonds monétaire international, grâce à une forte croissance de la demande interne. Par ailleurs, l'activité économique devrait rester soutenue en 2019 et les perspectives à moyen terme confirment la poursuite d'une croissance robuste. Je le disais en titre, le commerce parallèle se développe de plus en plus à la frontière entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. La situation est favorisée par la détérioration de la situation économique à Harare. En effet, le Zimbabwe est en proie, vous le savez bien, à des pénuries et à une inflation galopante. De la nourriture, de l'alcool, des produits d'hygiène, des meubles, de l'électroménager, du matériel de construction et même des pierres de sel pour le bétail, des cercueils et l'essence. La liste des courses qui traversent chaque jour la frontière entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe voisin est longue. L'activité est pour l'essentiel non déclarée, mais elle soulage bien des Zimbabwéens qui subissent de plein fouet la détérioration de la situation économique de leur pays en proie à des pénuries et à une inflation galopante. Cette année, c'est pire. C'est vraiment pire parce qu'un morceau de savon qu'on achetait à $1 coûte maintenant $4. Un paquet de 2 kg de lessive coûte maintenant $12 ici. Cette situation alimente le commerce parallèle à la frontière entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Plusieurs centaines de personnes s'y adonnent, des personal shoppers, version zimbabwéenne et artisanale, capables de transporter des courses qu'ils livrent à domicile après avoir passé illégalement pour la plupart la frontière. Quand les choses vont mal là-bas, c'est bon pour nous. On est censé tout transporter. Donc, il y a beaucoup à faire. Et à la fin du mois, les affaires vont mieux. Oui. Les Zimbabwéens trouvent aussi leur compte dans cette affaire, les frais de transport compris. Faire ces courses en Afrique du Sud leur revient en effet moins cher que de s'approvisionner sur place. C'est pour ça qu'on choisit d'acheter en Afrique du Sud où c'est moins cher, parce qu'en Afrique du Sud, avec 500 rands, je peux me permettre d'acheter des produits alimentaires qui peuvent durer presque un mois. Débuté à la fin des années 90, le commerce parallèle est en plein essor avec la détérioration de la situation économique au Zimbabwe. En 48 heures, les colis chargés sont livrés à domicile après avoir passé illégalement pour la plupart la frontière entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. À chaque voyage, je dépense entre 1500 et 2000 rands en pot de vin, soit 91 à 122 €, a confié ce personnel shopper. Les députés haïtiens ont voté cette semaine une augmentation des minima salariaux comprises entre 21% et 87,5% selon les secteurs d'activité. Il s'agit d'une proposition de loi devant être soumise au Sénat. Elle prévoit que le salaire des ouvriers de la confection passe de 400 à 750 gourdes
pour une journée de travail de 8 heures. La nouvelle suscite cependant des grincements de dents dans le pays. Le président de l'Association des industries d'Haïti a exprimé sa stupéfaction de voir la rapidité et la légèreté avec laquelle les députés ont donné des chiffres sans que l'on sache d'où ils sortent. Du côté des hommes d'affaires du pays, on estime que c'est une hausse non gérable car les mesures d'accompagnement social que l'on propose depuis des années ne sont jamais prises en compte. Selon ces hommes d'affaires, c'est de la démagogie électoraliste puisque selon la Constitution haïtienne, des élections législatives doivent être organisées en octobre dans le pays pour renouveler l'ensemble de la Chambre des députés et un tiers du Sénat. Direction maintenant le Kenya où les petites exploitations de production de café vont bénéficier d'un fonds renouvelable d'une valeur de 3 milliards de shillings, soit 30 millions de dollars. La nouvelle a été annoncée par le président Uhuru Kenyatta en marge de la 124e session du Conseil international du café. 3 milliards de shillings, soit 30 millions de dollars, seront alloués aux petites exploitations de production de café au Kenya. À en croire le président Uhuru Kenyatta, qui a porté la nouvelle, cette facilité financière devrait permettre aux bénéficiaires de financer leurs activités de production et de réduire leurs pertes post-récolte. Le fonds est renouvelable et devrait être disponible d'ici juillet 2019. Il serait alloué aux exploitants sous forme de prêts assortis d'un taux d'intérêt annuel de 3%. L'initiative de ce fonds, créé par le gouvernement kenyan, fait partie intégrante de la stratégie de l'exécutif visant à dynamiser la production de café dans le pays. Beaucoup d'autres actions sont envisagées, comme la réhabilitation de 500 stations de dépulpage et l'amélioration de l'accès des caféculteurs à un matériel végétal adéquat. Au Kenya, près de 60% de la récolte de café est fournie par les petites exploitations familiales, alors que la part restante provient des grandes plantations. La filière occupe le 5e rang en matière d'apport de devises étrangères, derrière les transferts de fonds depuis l'étranger, le thé, le tourisme et l'hortoculture. Et c'est tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On va retrouver Casimir Pédia dans un instant. Bienvenue à vous, Casimir. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Mauritanie pour nous parler des opportunités d'investissement pour l'année 2019. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que ce pays est en train de tourner définitivement le dos donc à l'insécurité, à la pagaille et aussi à l'imperfection économique. Désormais, la Mauritanie s'engage sur le chemin du développement, sur le chemin du bien-être économique, mais aussi sur le chemin donc de la prospérité partagée avec son peuple. Désormais, les Mauritaniens sont prêts à aller au champ plutôt qu'à aller donc choisir les armes pour aller bombarder quelle ville, on ne sait. Aujourd'hui, la Mauritanie retient l'attention des partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale à travers donc sa structure Twin Business. Beaucoup de choses ont commencé par tourner en bien dans ce pays. Le pays découvre donc sa richesse, son potentiel économique, sa richesse du sous-sol, mais aussi les bras valides donc de sa population. Et tout ceci pourrait donc permettre à ce pays de sortir de l'ornière. En tout cas, la Mauritanie, pour les 5, 10, voire les 30 prochaines années, retient l'attention des partenaires techniques et financiers et surtout des investisseurs dans le cadre donc du partenariat public-privé. Alors concrètement, quels sont les domaines dans lesquels il fait bon investir aujourd'hui en Mauritanie? Déjà, il fait partie des atouts dont dispose le pays jadis, pays donc carrefour entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, pays également où donc passe beaucoup donc de flottes maritimes. Je veux parler donc de cette route maritime de l'Atlantique qui traverse donc ce pays entre l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et les Amériques. Ce pays dispose donc de ces atouts pour pouvoir donc développer son économie. Les domaines dans lesquels on peut retrouver donc le pays, c'est l'agriculture dans son composant agroalimentaire, agro-business et aussi l'agriculture avec le volet donc transformation structurelle de l'économie.
au-delà de l'agriculture, on retrouve l'élevage qui également fait partie donc, des sous-composants de cette agriculture-là. En dehors de ça, il faut aller au secteur donc, secondaire avec la transformation donc, de la matière première issue donc, de cette agriculture-là, mais aussi au niveau donc, de l'extraction minière. De plus en plus, le pays couvert donc, l'industrialisation vers la transformation donc, de ces ressources du sous-sol, notamment au niveau donc, du gaz, mais aussi le pétrole, dont le pays donc, bénéficie de quelques donc, barils, il faut le préciser. Dans le secteur tertiaire, on retrouve donc le tourisme, on retrouve le secteur financier, on retrouve donc l'apport du secteur privé en ce qui concerne donc le commerce. Tout ceci permet donc à un pays de retrouver un certain équilibre en ce qui concerne donc l'économie. Tout ceci pourra donc permettre à ce pays-là de se hisser d'ici donc 2022 pour ce qui concerne donc l'agenda élaboré depuis le 1er janvier 2019. La Mauritanie pourrait atteindre donc une performance économique des plus égalées au niveau de la sous-région. En tout cas, ce pays fera rêver beaucoup d'investisseurs, fera rêver beaucoup de partenaires qui commencent de plus en plus à croire donc, à la politique mise en œuvre au niveau donc, de Nouakchott, la capitale. Beaucoup d'investisseurs commencent donc pas à affluer au niveau de ce pays. En tout cas, les Mauritaniens ne ressentent pas cela encore car l'inclusion économique reste beaucoup encore à venir pour ce qui concerne donc ce pays-là. Qu'est-ce que la Mauritanie attend concrètement des investisseurs ? Alors, la Mauritanie attend beaucoup. J'ai cité tout à l'heure les secteurs dans lesquels il faut investir. La Mauritanie attend donc un partenariat public-privé des meilleurs. La Mauritanie attend également donc de ses investisseurs de faire confiance désormais à ce pays qui, je l'ai dit tantôt, était donc enclin à la crise liée donc aux sectes qui jadis bombardait donc la région. De plus en plus, le pays donc assoit une politique de paix et de sécurité, et à cet effet, beaucoup donc d'investisseurs ont commencé donc par croire. Déjà, le pays a travaillé donc au cours de l'année 2018 pour améliorer sa performance au niveau du rapport Doing Business en gagnant 2 places par rapport donc à l'année précédente. Je veux parler du rapport 2018. Pour le compte de l'année 2019, le pays a occupé la 58e place. C'est quand même important sur un classement de 190 pays. Aujourd'hui, il faut déjà dire aussi que la Mauritanie, c'est beaucoup donc, de performances en ce qui concerne la législation. Déjà, un code de l'investissement, une zone franche industrielle et également un code pour le commerce révisé qui offre aujourd'hui beaucoup d'atouts, beaucoup de cadres légaux à ces investisseurs de venir squatter donc, l'économie de ce pays. Et donc, le retour des investisseurs, le retour des investissements, mais aussi le retour donc, des idées, entendez l'investissement direct étranger, et donc ce dont rêve d'ici 2022 la Mauritanie pour donc asseoir une politique cohérente, une politique économique des meilleurs au niveau de la sous-région. Est-ce qu'on peut considérer, Casimir Pédior, que toutes les dispositions ont été prises auprès des autorités du pays pour que la Mauritanie réussisse au plan économique ? Oui, toutes les dispositions sont en train d'être prises, surtout avec le soutien de la Banque mondiale, du FMI et des autres partenaires. Toutes les dispositions sont en train d'être prises. Déjà, le Sénégal fait confiance à ce pays et on annonce donc le train express qui partira donc de Dakar et certainement donc va traverser la capitale Nouakchott pour donc desservir beaucoup donc de ces localités en produits, non seulement au niveau de la sous-région, mais aussi au niveau donc du Maghreb. Beaucoup de pays commencent par faire confiance à ce pays-là, qui jadis était mal cité en termes d'exemple économique. Aujourd'hui, les autorités ont à soi une politique, un partenariat public-privé qui offre plus d'atouts donc aux investisseurs, donc aux hôtes donc du pays, et on peut déjà dire que le démarrage des activités au niveau donc de la zone franche industrielle offrira certainement un atout meilleur. En tout cas, pour les 5 voire 10 prochaines années, on verra si véritablement la Mauritanie pourrait aller chercher donc les 132,368 milliards en termes donc d'accompagnement, en termes donc de budget, pouvant lui permettre donc de réaliser ses performances économiques. Ceci reste encore donc des chiffres
et on va voir si véritablement les investisseurs pourront donc répondre favorablement à ce rendez-vous-là. En attendant, comment est-ce que vous voyez les perspectives économiques du pays? Les perspectives sont heureuses pour la Mauritanie, même si la question de l'insécurité gagne toujours les cœurs au niveau donc des grands voyages. Aujourd'hui, la Mauritanie pourra donc compter beaucoup plus sur les indicateurs macroéconomiques en ce qui concerne donc le climat des affaires. Et sur ce plan, on peut dire que la Mauritanie est aussi l'autre destination en dehors donc des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et qui sait encore au niveau du continent. Merci beaucoup Kazmik Bedior, merci donc d'être venu nous parler de la Mauritanie. On se donne rendez-vous lundi prochain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Passez un très bon week-end en compagnie, bien sûr, des programmes de SICA. Et rendez-vous lundi dans un nouveau numéro du Journal de l'économie.